La France se porte mal. Tellement mal qu'on se demande comment elle fait pour s'occuper des problèmes des autres nations. Eh bien, le mal est vraiment profond et très accentué depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Oui, le premier mandat de Jupiter a été marqué par des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes qui réclamaient de meilleures conditions sociales. Et comme si cela ne suffisait pas, le second et apparemment dernier mandat de M. Macron est aussi sujet à de nouvelles vagues de manifestations dans tous les secteurs. La réforme des retraites vient ici reconforter cette idée d'une France qui se porte au plus mauvais de sa forme. Emmanuel Macron est-il victime ou complice de la souffrance des Français? Comment comprendre ces manifestations tous azimuts dans un pays qui s'est érigé en donneur de leçons aux pays africains? Le peuple français a-t-il enfin compris à quelle sauce il est en train de se faire manger? Vivons-nous finalement l'effondrement d'un système qui ne profite qu'à une certaine oligarchie sous Emmanuel Macron? Et vous, Africains, quelle lecture faites-vous de la souffrance de nos frères français, victimes de la politique expansionniste de leurs dirigeants? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa, 96.3 FM et bien sûr Eutelsat. Tout ceci c'est la radio, le même Eutelsat qui vous permet de nous suivre chez vous, nous recevoir chez vous sur vos petits écrans. Naturellement, Facebook et YouTube accompagnent les internautes. Quant aux autres, ils ont tout simplement téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Vous l'avez compris, ce soir nous sommes au chevet de la France. Oui, cette France qui souffre. France, certainement de la souffrance. Et bien sûr, pour parler d'un sujet aussi important, qui de mieux que notre pionnier du néopanafricanisme, le président Bandakani qui est avec nous ce soir. Président, bien le bonsoir. Merci mon cher Bachir, un pionnier cachanote. Ah. Il est possible pionnier du journalisme néo-panafricaniste, appelons ça comme ça. Encore qu'on est toujours néo, quelque part. Quand un pionnier cache un autre, on espère que les téléspectateurs seront très heureux. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce soir. Oui. En tout cas, Président, merci d'être là. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler pour nous dire vraiment ce que vous pensez de cette souffrance de nos frères français qui, eux aussi, certainement, sont victimes de la politique, comme je le disais, expansionniste de leurs dirigeants. Aujourd'hui, les Français sont encore dans la rue. On les compte par millions dans toutes les villes du pays. Ils s'insurgent contre la réforme des retraites et ce n'est qu'entre autres problèmes soulevés, puisque vous vous en souvenez bien, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, président Bandakani, c'était les Gilets jaunes qui étaient à l'honneur. Il faut comprendre ce qui se passe d'abord sur la fille. Cette émission de ce soir nous permet, on l'a déjà le faire par le passé. Oui. De clarifier un certain malentendu organisé par les élites au pouvoir en France qui ont peur du panafricanisme et que nous avons terrassé. Oui. Pas des arguments et pas par la violence. La violence. On nous traite d'anti-français. On ne s'en défend pas. On ne se défend pas de ce qu'on n'a pas fait. Mais par contre, il faut clarifier. Nous avons tout essayé de distinguer le peuple français et sa classe dirigeante. Tout à fait. Il y a l'État Chaque français et le peuple français. Pour parler de souffrance du peuple français, je voudrais le mettre dans une perspective historique. Oui. Pour que les gens comprennent que la France, le peuple français, dans l'histoire révolutionnaire du monde, a une place particulière. Le peuple français cristallise, n'est-ce pas, des traditions de résistance et de lutte réellement progressistes qui ont catalysé à un moment donné les luttes progressistes dans le monde. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Nier ça, ce serait vraiment tomber dans ce que les dirigeants français idiots appellent l'antifrancisme.
Oui. C'est un fait, comment dire ça? Je mets sur la table les faits historiques. La France est un pays qui, n'est-ce pas, a travaillé, a sauvegardé des traditions de lutte. Vous allez voir en France des partis communistes, des partis de l'extrême gauche, des partis de la gauche, et des courants intellectuels de gauche, des courants intellectuels progressistes qui jettent leurs racines aussi lointaines que ces combats-là ont commencé. Il faut remettre ça à ce peuple français, n'est-ce pas? Et c'est ça qui ressurgit en France dans des combats comme ceux des Gilets jaunes, dans cette mobilisation extraordinaire qu'on voit aujourd'hui contre ce projet quasi-nazi, n'est-ce pas, incarné par le type dont le nom est maléfique à prononcer, n'est-ce pas? On va être obligé de prononcer ça. Cette mobilisation des syndicats, vous voyez que le mouvement syndical en France est encore un peu vivant comparé ailleurs. Oui, tout à fait. En d'autres pays, on a tué le syndicalisme. Et justement, un des projets des mondialistes, plus globalement, ça a été de cibler la France pour détruire tout ce reste du mouvement progressiste historique qui a été nourri ou bien qui a culminé dans ce qu'on a appelé le communisme. Oui. À ne pas confondre avec le soviétisme. Tout à fait. Le communisme. C'est-à-dire que je veux dire que si vous avez lu Émile Zola, si vous avez lu certains romans, vous savez que l'émergence du capitalisme dans le monde s'est fait dans des conditions extrêmement dramatiques de négation de l'humanité des travailleurs. Et les travailleurs se sont organisés pour lutter. Et les travailleurs ont donc créé, ont généré des instruments de combat, qu'on appelle des combats progressistes, le syndicalisme, tout ce qu'on appelle sécurité sociale, toutes ces batailles-là, le droit du travail, toutes ces avancées, c'est parce que les gens ont lutté. Tout à fait. Et il faut bien rappeler quand même la France était un modèle sur ce point. Oui, vous l'avez dit d'ailleurs. Le peuple français, quand je parle de la France, je parle du peuple français ici, a joué un très grand rôle dans la sauvegarde, dans la construction de ce mouvement international des travailleurs et qui a permis donc ces avancées extraordinaires qui se sont traduites par les législations avant-gardistes au niveau du travail, les inspections du travail, les retraites garanties, la sécurité sociale, mon cher Bachir, le droit du travail, tous les avantages que les travailleurs ont eu dans le monde. Il faut inscrire dans ce vaste mouvement de tous les travailleurs du monde entier, dans le cadre de ce qu'on a appelé les véritables luttes de progrès que le communisme à un moment donné a incarné. Donc les mondialistes dans le monde, n'est-ce pas, ont décidé donc, mon cher Bachir, de placer ce criminel à la tête de la France pour détruire ce que d'autres présidents ont commencé avant lui, le Chirac, le Sarkozy, tous les Giscard, n'est-ce pas, qui étaient déjà avant Macron de petits mondialistes, n'est-ce pas, mais ils ont avancé pas après pas. Macron est le stage suprême de ce mouvement qui consiste à détruire les racines du vrai progressisme militant et combatif en France, mon cher Bachir. Vous imaginez donc qu'ils savent que s'ils prennent toute la France, eh bien, le monde entier sera amputé de tout un puissant courant inspirateur, courant inspirateur et continuateur, n'est-ce pas, de combats progressistes qui rendent fous les mondialistes, c'est-à-dire les capitalistes. Donc il faut remettre cette petite, que les gens comprennent ce qui s'est passé en France et pourquoi nous, ce soir, Bachir, nous sommes à côté du peuple français. Voilà. Très important. C'est une mise au point, en tout cas, très importante. Les combats panafricanistes sont des combats globaux. Pas rêver. Donc nous sommes du côté du peuple français. On les soutient dans leur dynamique et notre souhait, c'est qu'ils cassent la baraque. Il faut casser la baraque, les Français souffrent trop, ils ont assez souffert, il y a une dégradation continue de leur niveau de vie, il y a une dégradation de leur humanité, et le paroxysme est atteint par ce petit mondialiste, propriété privée de Rothschild, qu'on a placé à la tête du pays, et qui est une catastrophe pour la démocratie au niveau des populations françaises. On a vu comment il a géré le Covid, c'est pas un être humain, c'est une machine, c'est un robot qui appartient au Rothschild et qui n'a aucun sentiment, il n'a pas d'émotion. Il a géré le Covid d'une manière jamais vue. Il y a lui et l'autre robot du Canada, tous ces gens-là. Vous avez vu comment il a géré le Covid, il a mis entre parenthèses des libertés en France, il a créé une situation où la Constitution a été remplacée par un Conseil de défense qui a désormais détruit l'architecture des libertés en France, mon cher Bachir, puisque je dis les conséquences, il n'arrive même pas à réintégrer les infirmiers qu'ils ont chassés, qu'ils ont bannis de leur travail pour la simple raison qu'ils ont exercé leur droit en disant que bon, nous ne te pas. Bon, croyant que leur pays était encore un pays de liberté. Vous passez du Covid, vous convoquez les Gilets jaunes, vous voyez cette manifestation extraordinaire, on a 4 millions de manifestants dans la rue, 4 manifestations, 4 millions de manifestants, et ce monsieur, comme il n'a pas d'émotion, comme ce n'est pas un être humain, il s'en fout
Donc nous sommes à côté, les panafricanistes sont à côté du peuple français pour les aider, les accompagner dans cette bataille, pour liquider ce monsieur et casser la baraque. C'est ça qui les reste. Voilà. En tout cas, liquider dans le sens... non, ouais, tous les moyens sont ouais, permis. allez, oui, oui. Non, vous savez, avec ces gens-là, Oui, écoutez, oui. vous êtes un journaliste, Oui, vous oui. faites votre travail. Tout à fait. Moi, je fais le mien, c'est-à-dire que ces gens-là, Macron, c'est l'ennemi des classes populaires. C'est l'ennemi de l'espèce humaine. Donc, il n'y a pas de pitié à avoir avec lui. Dans ce mouvement, ce sont des choix de société majeurs pour la France qui sont en jeu, Bachir, au-delà de la retraite. Il s'agit d'une vision du monde, une vision de l'espèce humaine, de notre avenir. Oui. Vous croyez qu'on peut confier le monde à des mondialistes, des gens qui considèrent que, n'est-ce pas, à partir d'un vaccin qui n'est pas un vaccin, on peut nous tuer tous, des gens qui ont un projet de nous faire passer de notre humanité à une transhumanité robotisée, n'est-ce pas, on deviendra des logiciels, ou un pareil projet comme ça, des gens qui ont cassé toutes les dynamiques de progrès pour l'humanité depuis que nous avons conquis de haute lutte. Les générations passées sont morts, ont lutté, nous ont transmis, n'est-ce pas, des progrès avec des contenus sociaux extraordinaires. Eh bien, les mondialistes, depuis la chute de mur de Berlin, ont décidé de nous ramener, de nous faire cesser d'être humains, mon cher Bachir. Mais le monde s'y est comme ça parce que le monde doit énormément aux travailleurs, Bachir. Ce sont les travailleurs qui ont construit le monde. Un capitaliste ne construit rien. Il vole, il prend le profit. Il faut peut-être qu'on relance les élémentaux d'analyse dans le monde entier. Ce sont les travailleurs, à la sueur de leur sang, mon cher Bachir, qui ont battu le monde. Tout ce que vous voyez comme progrès dans le monde, c'est la sueur des travailleurs. Oui. C'est pas la sueur des capitalistes, mon cher Bachir. Mais les mondialistes, après d'avoir utilisé la force du travail des êtres humains, des milliards d'êtres humains, aujourd'hui, ils veulent les jeter comme du papier hygiénique. Quand vous entendez un monsieur comme Attali vous dire qu'à 60 ans, vous ne servez plus à rien. Et vous ne servez plus à rien. Il faut qu'on vous supprime dans la société. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans. Mais il ne peut pas appliquer ça à lui, mon cher Bachir. Vous comprenez l'idéologie qu'il y a derrière, les salaires qui ne cessent de baisser, pendant que les riches ne font que s'enrichir, aller dans les paradis, c'est ce qu'on appelle les paradis fiscaux, Bachir. Il y a des billions, des milliards. Ils ne savent même pas quoi en faire. Pendant ce temps, on dit en France qu'il faut 23 milliards, entre guillemets, 23 milliards, 23 milliards d'euros, pour régler le déficit des retraites. Mais 23 milliards, c'est l'argent des billets de 2 milliardaires américains. C'est l'argent des billets de 2 ou 3 actionnaires de BlackRock. Vous voyez ça? Oui. On peut citer comme ça plusieurs exemples. Mais Bachir, ils ne veulent pas bouger. Parce qu'il y a un projet derrière. Désormais, c'est l'inhumanité contre l'humanité, mon cher Bachir. Et les gens comme Macron, les gens comme Trudeau, comme Joe Biden et consorts, ceux-là font d'ailleurs, sont dans le camp de l'inhumanité, Bachir. Et en face, les populations, n'est-ce pas, les vrais syndicats en France, n'est-ce pas, sont du côté de l'humanité. Nous sommes rassemblés dans cette bannière-là pour soutenir les populations françaises, leur dire, montrez le soutien, ne lâchez pas, quitte à renverser, n'est-ce pas, ce criminel qui est à la tête de votre pays, pour le bien non seulement des Français, mais de la lutte progressive dans le monde entier. Alors, Président Pandakani, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pour ne pas dire comment est-ce qu'on en arrive là, aux manifestations à répétition? Le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était les Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est toutes les couches de la société qui sont dehors. Et les médecins annoncent eux aussi très bientôt un arrêt de travail. Une grande manifestation qu'ils ont intitulée paralysie, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Ça va se faire dès le début du mois de mars. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Ben, je vais vous l'expliquer. On ne comprend pas ça si on ne remet pas ça dans sa perspective historique toujours. Oui. Vous avez dit que pendant longtemps, Bachir, nos ancêtres, ils ont précédé, Jonathan Pasteur se sont battus pour que moi et vous, on ait un certain train de vie garanti. C'est-à-dire qu'on puisse envoyer nos enfants à l'école, qu'on puisse se soigner décemment, qu'on puisse manger décemment, Bachir. Alors, la reproduction de la force du travail culminait, coïncidait avec un ensemble d'avancées sociales majeures, que ce soit dans la qualité de l'alimentation, Bachir, de la qualité des soins de santé, dans la qualité de l'accès à l'école, n'est-ce pas, à certains biens publics, Bachir, qui nous garantissaient, comme je vous rappelle, un certain train de vie, un certain accès à ce qu'on appelle les avantages de la civilisation. Oui. Eh bien, depuis la chute du mur de Berlin, les capitalistes ont dit que plus jamais ça, Bachir. C'est-à-dire que vous savez qu'à la faveur de la guerre froide, les capitalistes, n'est-ce pas, pour ne pas perdre la face, ont concédé des avantages, aux travailleurs. C'est ce qu'on appelait l'État-providence. Oui. Mais dès que la chute du mur de Berlin est tombée, ils ont dit plus jamais
plus jamais on ne va accepter qu'un truc comme ça se répète. Parce qu'ils ont vu comment ils pouvaient mourir. Pour eux, c'était une erreur Oui, non, ça va que, bon, de concéder quand même tout cela. C'est une lutte historique là Ouais. maintenant. Mais il y a eu le soviétisme, n'est-ce pas, les erreurs du soviétisme, n'est-ce pas, avec les Staline, les consorts et tous ces gens-là, ont fait que la chute de l'URSS soit accompagnée d'une reprise à main radicale du monde entier par des mondialistes. C'est-à-dire que désormais, les capitalistes, c'est-à-dire les multinationales, et les actionnaires, mon cher Bachir, et ceux qui ont beaucoup d'argent, veulent régenter votre avenir. Décident si vous êtes un être humain ou pas. C'est là où on est. C'est ça le problème qu'il y a derrière. Alors ils ont commencé à remettre en cause toutes les conquêtes sociales que nous avons eues à la faveur des combats révolutionnaires, des combats populaires. Oui. Tout à l'heure, dans ma première intervention, je vous les ai cités. Oui. Alors, il faut donc remettre dans un modèle comme le modèle social français. Vous comprenez? Ce modèle qui permet, n'est-ce pas, que vous, quand vous avez travaillé sur 60 ans, vous avez droit à une retraite, mon cher Bachir. C'est normal. Oui. Une retraite. Oui. Alors, qui est un symbole de comment dire ça, de ces luttes progressistes que les capitalistes ne veulent plus voir, ne veulent pas entendre, qui leur rappelle, n'est-ce pas, cet imaginaire des guerres froides où ils ont vu comment dire ça, ils ont vu le monde presque réalisé. Ils veulent attaquer, ils veulent détruire ce symbole. Ils veulent détruire ça. Donc derrière, il y a la vieille bataille entre le capital et le travail. Vous êtes un travailleur, on se comprend. Oui. Le capital et le travail, c'est-à-dire les propriétaires de moyens de production, les patrons, comme on les appelle vulgairement, n'est-ce pas, s'enrichissent, en l'appauvrissant le travailleur. C'est-à-dire que votre travail est dévalorisé de jour en jour. Vous ne pouvez plus rien ressembler parce que, qu'est-ce qu'on nous promet? Les robots vont nous remplacer. Il ne va rester que le minimum nécessaire. Parce que, en attendant que les robots, comment dire ça, que les robots mangent, que les robots, je sais pas, que les robots s'habillent, que les robots se soignent, n'est-ce pas? Bref, comment dire ça, le train de vie nécessaire, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, qui est l'élément majeur d'une économie humaine, mon cher Bachir, va être remplacé par une économie robotisée. Oui. Bon, on ne sait pas dans leur tête, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, mais jusqu'à peu le contraire, Bachir, le patron s'est toujours enrichi en exploitant l'ouvrier, en lui volant davantage les fruits de son travail, en rétrécissant davantage le pouvoir d'achat des travailleurs. Voilà tout le débat. Des gens en France avaient 1200 €, 1500 €, n'arrivent pas à vivre, Bachir. Les gens dorment dans des voitures. Les gens vivent dans une voiture, la voiture, la maison, c'est son lit, c'est tout, Bachir. Les gens n'arrivent pas à joindre le debout, à passer d'un mois à l'autre, Bachir. Or, c'est toute une classe moyenne qui est en train d'être déclassée. Je ne parle même pas des classes pauvres. Oui. Je dis au niveau de la classe moyenne, parce qu'en France, il y a les pauvres invisibles, on ne les compte pas. Les gens qui dorment dans les rues, qui ne sont comptabilisés par aucune statistique. Vous avez les pauvres visibles, ceux qu'on peut encore, qui touchent, je ne sais pas, qui vont toucher des aides sociales, machin et consorts, et des pauvres vraiment encartés dans les statistiques, c'est-à-dire ceux que les agents de chômage ont comptabilisés. Oui. Je ne parle pas de cela. La classe moyenne, qui a été pendant longtemps le symbole du succès, entre guillemets, de ces modèles-là, aujourd'hui est attaquée, c'est ça la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'avec 1500 €, tu n'arrives plus à vivre. Vous voyez à quel niveau donc la France est appauvrie. Donc à quel niveau les Français, les Français se sont appauvris, Bachir. Les derniers chiffres d'une organisation catholique, la Caritas, qui ont fait des études et tout, qui ont démontré, Bachir, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est-à-dire que les Français ont basculé de manière violente dans la pauvreté absolue. C'est la bataille des Gilets jaunes. Et c'est ça qui est au cœur de cette bataille-ci. Parce qu'au-delà de la retraite, mais il y a une nouvelle génération de Français qui demain se disent que, mais attends, qu'est-ce qu'on nous réserve? L'étudiant qui est en train de dire, mais on me réserve quoi demain? Donc je vais travailler combien d'années pour aller à la retraite? Quel est l'avenir qu'on me réserve? Est-ce que la vie c'est seulement travailler pour un patron? Est-ce que la vie n'est pas plus importante que ça? Parce que les générations, les gens ont travaillé, les patrons sont enrichis. La preuve, l'argent est garé dans les paradis fiscaux. Ils n'arrivent pas à les dépenser, cet argent. Les banquiers sont extrêmement riches. Vous comprenez que derrière, c'est un projet sataniste qui a vraiment derrière. Les gens veulent en finir avec l'humanité. Donc les étudiants, les nouvelles générations voient tout ça. Alors on a diminué les luttes. Ces luttes-là ont été diluées dans les faux combats progressistes, le transgenre, les LGBT, l'homosexualité, le mariage avec les animaux. Des faux trucs comme ça ont consisté à casser la dynamique des classes populaires, telle que ça a été constitué historiquement. Ça distrait les gens pour un temps. Aujourd'hui, la réalité est là.
Les gens se rendent compte que, mais attendez, les vrais débats sont ailleurs. Ce n'est pas le vrai débat. Est-ce que les riches ont le droit d'être aussi riches alors que le peuple s'appauvrit? Quel est le modèle social qui peut légitimer une telle organisation sociale? Le débat, il est là. C'est tout ça l'enjeu de ces manifestations. En fait. Alors, est-ce qu'on peut dire... Je tenir ça, moi, je termine, je vais être concret. En fait, l'enjeu, c'est que Macron veut passer de 60 ans pour avoir droit à la retraite. Vous devez travailler sur 64 ans. L'allongement de la durée du travail. Oui. C'est ça le vrai débat. Heureusement, les Français se sont mobilisés et on commence à voir les failles dans le système Macron. Là, on a attrapé un grand mensonge et promettait 1 200 € de retraite minimum pour tout le monde. Oui. Parce qu'en France, 17 millions de retraités. Donc, il a fait quoi ça pour faire passer la pilule, mais pris en flagrant délit. En flagrant délit, le mensonge, le gouvernement veut trop payer. Alors, les manifestants cherchent à faire pression sur les parlementaires qui doivent légiférer, je crois, demain. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'ils auront gain de cause? Est-ce qu'il n'y aura pas un passage en force? Ce n'est pas un être humain, il n'a pas d'émotion. Comme je le dis, Dupont-Aignan, oui. Florian Philippot, qui sont des hommes politiques français, d'un certain niveau. Mais avant eux, M. Vauquier, Laurent Vauquier, ils ont dit, Vauquier a dit, ce monsieur c'est un désert d'âme, il n'y a pas d'âme. Donc moi, dans laquelle je n'insulte pas, je ne pense qu'il y a des politiciens français Macron. Ce n'est pas un être humain. Il n'y a pas d'émotion. Bachir, qu'est-ce que le livre sur cette terre? Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'émotion. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Il a été programmé par les marchés, les milieux financiers. Il va passer en force. Dans les manifestations, doivent continuer. Bloquer le pays comme ils ont dit. S'ils passent en force, on bloque le pays. Donc la France n'est pas à l'abri d'une grande crise. Notre souhait est que cette crise aille loin pour que l'établissement français là, s'écroule et que le peuple français reprenne les capacités historiques qu'on lui a communes. Alors, vu sur ce prisme, c'est-à-dire aller paralyser le pays s'il y a un passage en force, un Africain comme moi, je vous poserai la question, est-ce que cela ne risque pas écourter le mandat d'Emmanuel Macron? Mais c'est mon souhait. C'est mon souhait. Il n'a pas été élu. Il a été élu par qui? Il n'y a pas d'élection démocratique en France, sauf pour les naïfs. Mais le peuple français lui a quand même accordé ce deuxième mandat, président. Prenons les chiffres français. Oui. De 50% des Français n'ont pas voté. Il a perdu des élections législatives, il les a perdues. Mais avant ça, dans son premier mandat, il a perdu toutes les élections intermédiaires. C'est très bien, c'est très facile de fabriquer Marine Le Pen durant 5 ans et de venir fabriquer un deuxième tour Macron Le Pen. C'est tellement fabriqué que... Ça, c'est le vrai trucage, parce qu'on va en Afrique. En Afrique, on ne truque pas. Vous savez pourquoi on ne truque pas en Afrique? On le dit. Mais si un trucage est connu, c'est pour le trucage. Et si on dit que les élections sont truquées, ça veut dire qu'on voit, non? C'est pour le trucage. Si vous voyez, vous pouvez arrêter. C'est-à-dire qu'on a accepté ça comme ça. Non, vous voyez, vous pouvez arrêter. Mais là-bas, on ne voit plus. C'est grave. Là, c'est le grand feu du trucage. On truque les élections, maintenant, ce sont les instituts de sondage qui donnent les résultats. En lieu et place des instances habilitées pour le faire en France, parce que les milliardaires, les partis de droite, les partis réactionnaires ont caporalisé tous les instruments d'expression démocratique, ont caporalisé les organisations de lutte de classe historiquement constituées. Le jeu est faussé, sauf pour les ignorants. C'est ce que je veux comprendre. Donc il n'a jamais été élu. Bachir, comment les gens peuvent vous élire? Et moins d'un an après l'élection, vous leur réservez ça? Posez-vous les bonnes questions. On a la démocratie. Donc vous croyez que les Français sont masochistes? Ils vont élire quelqu'un pour après marcher comme ça, 1 an, seulement après l'avoir élu. Les choses sont truquées. Il y a un décalage extraordinaire entre la volonté des Français et la démocratie institutionnelle telle qu'elle est organisée, n'est-ce pas? Donc la preuve est là. La preuve c'est quoi? C'est que voilà 4 millions de Français dans la rue, ça fait que grandir, et un monsieur qui n'est pas un être humain, qui veut faire le bonheur des gens malgré eux, Bachir. Mais c'est quelle réforme ça? Ça veut dire quoi? Voilà, les numéros sont affichés. Mais c'est quelle réforme, à tout moment, vous pouvez nous passer les appels. Il n'y a pas de problème. Je vais voir, me demander à quel moment ils peuvent réagir. Président Mandakani, est-ce que ces manifestations signifie ou symbolise la prise de conscience des Français quant au système dans lequel ils sont en train d'être broyés? Oui, ils commencent à revenir de loin. Il y a longtemps qu'ils ont cru qu'ils étaient en démocratie, résultante d'une supériorité civilisationnelle qui les faisait croire qu'ils sont à part. Maintenant, ils se rendent compte que ce n'est pas démocratie. Parce qu'on ne peut pas être dans une démocratie et être impérialiste dans le monde. Ils n'ont pas compris ça. Maintenant, ils commencent à comprendre. Depuis le Covid, il y a un changement. Depuis le Covid et les gilets jaunes, les Français sont sortis de la bulle dans laquelle on les avait enfermés. Vous savez, je vous ai déjà démontré ça. Vous n'êtes pas libre quand vous opprimez les autres.
Vous n'êtes pas libre quand on opprime les autres à votre nom. Ça veut dire que c'est une question de temps. L'esclavage infligé aux autres reviendra sur vous. C'est ça qu'ils sont en train de vivre là. Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train de vivre là. Vous savez, moi je vous sépare les gens. On est plus libre en Afrique qu'en Occident. Vous savez pourquoi? Nous, on n'a jamais rêvé. Nous, on est dans l'esclavage depuis. Les formes ont changé. Nous, on sait qu'on doit se battre pour sortir de l'esclavage. Bon, les petits tintins africains qui balancent des mots démocratie, machin, parce qu'ils peuvent prendre l'avion, aller en France, parce qu'ils sont des Français à la peau noire, ils sont des Américains à la peau noire, peuvent brailler, mais nous, on sait que Bachir, on n'a jamais été libre. Oui. Mais c'est grave pour des gens qui ont longtemps cru qu'ils étaient libres, civilisés, de se rendre compte que, mais dis donc, pendant près de 600 ans, on nous a vendu du vent, et qu'on se vantait pour rien, et que c'est nous les vrais esclaves, ils s'en rendent compte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être à côté des peuples français, des peuples occidentaux, pour les accompagner dans cette bataille. Parce qu'en fait, à la fin, c'est une même bataille contre l'oligarchie mondialiste que vous avez très bien désigné dans votre introduction, contre les gens de Davos, contre les gens comme Klaus Schwab, un petit nazi, n'est-ce pas, mais qui ont tout un programme, Bachir, maintenant, il ne cache même plus, vous allez sur le site de Davos, vous allez lire des choses extraordinaires, c'est qu'on prépare contre nous, c'est inacceptable. C'est comme ça que nous sommes solidaires, je le répète, du combat du peuple français, mon cher Bachir. Il n'est pas normal qu'un individu qui n'a jamais travaillé, qui ne sait pas ce que veut dire le travail pénible, mon cher Bachir, n'est-ce pas, qui a passé sa vie dans les chambres de Rothschild, a fait des trafics qu'on appelait, comment on appelle ça, les fusions, acquisitions, le banditisme, n'est-ce pas, vient de donner des leçons, s'asseoir, oui, fusion bancaire, où il a gagné plein d'argent, qu'il allait cacher dans les paradis fiscaux pour dire que non, il a pour tout et tout dans son compte 500 000 euros. Ça fait rire tout le monde pendant la campagne électorale. Donc, un voyou comme ça ne peut pas comprendre la pénibilité du travail des gens. Même moi, je les assume. D'accord, président. Mais moi, je les assume. Je suis gentil. Parce qu'avant, ça vaut le fusil qu'on règle ça. Parce qu'il s'agit de l'avenir des gens. Ça vaut le fusil qu'on règle ça. Les Français coupent. Les Français guillotinaient leur roi, Bachir. La Bastille, c'est pas en Afrique. La Bastille, c'est pas vous. La prise de la Bastille, on la coupe pas la tête du roi, on l'a guillotiné. C'est une tradition française, c'est des habitudes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à cette place? Vous avez un roi comme ça, qu'on vous a imposé. Il n'est pas un être humain. Mais comment? Vous reprenez la Bastille, le comportement de la Bastille. C'est maintenant qu'il faut montrer que vous êtes un peuple révolutionnaire en mettant hors d'état de nuit, n'est-ce pas, une armoire à glace qu'on a placée à l'Élysée, qui n'a ni émotion, qui ne sait pas ce que c'est la vie humaine Bachir. Il n'est pas normal, n'est-ce pas, de se moquer de la pénibilité du travail, de se moquer des acquis sociaux conquis par le sang, les luttes historiques, n'est-ce pas, qui ont garanti, n'est-ce pas, des avantages à des métiers Bachir difficiles, n'est-ce pas, en termes de santé, en termes de durée, n'est-ce pas, dans le travail. Et un individu arrive, il va balayer tout ça au nom d'une nationalité financière que ses patrons Rothschild, n'est-ce pas, lui ont soufflé dans la nuit, on ne sait pas où. Et ça n'a pas de sens. C'est une bataille qui nous concerne. C'est une bataille panafricaniste, Bachir. Il faut faire attention. Parce que les dirigeants africains, nos dirigeants qui ont tendance à reprendre les modèles occidentaux, mais ils guettent ça. Et s'ils lui passent, ils vont récupérer. Y compris, pas seulement le dirigeant au pouvoir, y compris les faux opposants que vous avez en Afrique, qui tous les jours vont en France se faire adouber dans des sectes et les loges, n'attendent que ça, que M. Macron passe, pour qu'ils disent que non, ils vont reprendre ça. Donc c'est une bataille qui nous concerne. Nous sommes solidaires du peuple français dans ce combat. Très bien. Voyons si Abou d'Angleterre est aussi solidaire du peuple français dans ce combat. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladam. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue la Dream Team, le président Padakani que j'adore, et son fils Jonathan Patekeni, le brillantissime Lyon, tous les techniciens, tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, en ce qui concerne la problématique de ce soir, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que l'humanité est faite de deux espèces humaines. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans l'axe du mal et il y a ceux qui sont dans l'axe du bien. Et jusqu'à présent, ceux qui sont dans l'axe du mal, Emmanuel Macron a dit que c'est sataniste, c'est eux qui dirigeaient. Et maintenant, nous sommes à l'ère du verseau où la vérité est en train de reprendre l'ordre, en train de reprendre sa place qu'elle n'aurait dû jamais quitter. Et comme le chanteur Régéman le disait, Bob Marley, on peut mentir au peuple quelquefois, mais on ne peut pas mentir au peuple toutes les fois. Il arrive toujours un temps
où le mensonge ne passe plus. Et c'est à cette ère-là que nous sommes arrivés. C'est maintenant l'expression de la vérité, c'est-à-dire du vrai monde qui est en train de s'établir. Donc tous ces satanistes-là, ils sont en train d'aller vers leur fin. C'est-à-dire la fin de ces satanistes-là est arrivée. L'humanité a les yeux ouverts. Et c'est ce que nous avons toujours dit dans le combat. Que ce n'était pas un combat contre les peuples français. C'était un combat contre l'élite qui est sataniste. Maintenant, le peuple français comprend notre amertume qu'on avait. Parce que cette élite-là, elle est sans foi ni loi. Elle n'a que l'argent comme Dieu. Et elle ne connaît pas ce qu'on appelle la souffrance humaine. Et aujourd'hui, le peuple français est en train de sentir ça et elle se révolte. Donc, elle est en train de nous rejoindre. C'est pourquoi que nous demandons maintenant à l'union de tous les peuples, que nous puissions faire front contre cette minorité, cette élite sataniste qui pense que le monde leur appartient, qu'ils ont créé le monde. Ils n'ont pas créé le monde et ils ne vont jamais créer le monde hier, aujourd'hui et demain. C'est des gens qu'on doit réprimander parce que, comme je le dis toujours à quiconque veut l'entendre, c'est pas parce que tu es bien habillé que ça fait de toi moins un criminel. Un criminel est un criminel et il doit être réprimandé. Point barre. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Formula. Bye bye. Merci à M. Abou depuis l'Angleterre. On va rester au téléphone. Allô, bonsoir. Très bien, on retournera tout à l'heure, la qualité d'écoute n'étant pas très bonne, on revient vers le président Bandakani. Alors, président Bandakani, est-ce que le président Macron, puisque vous avez dit, c'est une créature, je mets ça entre guillemets, ce sont vos mots, c'est une créature de Rothschild, etc., etc. Dans ce cas, est-ce que M. Macron ne serait pas lui aussi victime quand même de ce système? Non, il n'est pas victime, ce sont ses choix. Il a fait ces choix-là. On peut se tromper tous dans la vie, l'important c'est de revenir sur ses erreurs. Mais quand vous avez un peuple comme ça qui est dans la rue depuis des semaines et que ça ne vous dit rien, quand vous avez massacré les gilets jaunes, quand les Africains, vous les insultez matin, midi, soir, quand vous voulez détruire le monde à travers les pandémies que vous fabriquez dans vos laboratoires, lorsque vous armez et donnez la Légion d'honneur à un voyou comme Zelensky, mais il n'y a pas de pitié pour vous. Il sait ce qu'il fait, ce sont des choix, Bachir. Et il les assume. Il n'est pas victime. Macron n'est pas une victime. Ce sont des choix, mon cher Bachir. Ce sont des choix. Donc vous le voyez beaucoup plus comme un complice? Non, il n'est pas un complice. C'est un agent. C'est un agent rationnel, opérationnel des mondialistes, de la finance internationale, pour faire aboutir le projet des financiers, à savoir la destruction de l'espèce humaine. On ne peut pas accepter ça. C'est à lui de faire sa repentance. Moi, je regarde un agent qui accepte de jouer un rôle. Donc le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc je dis que le débat, il est là. Et c'est pour ça que ce combat, il est profond. Ça va au-delà de la retraite. Oui. Et les Français l'ont compris d'ailleurs. Et à nous, les Africains, de comprendre. Il y a une jonction des luttes à faire. Oui. Les luttes sont diverses. Mais la trame de fond, parce qu'il doit être la même chose. Quand nous disons de sortir du franc CFA, quand nous voulons notre indépendance réelle en Afrique, quand nous voulons chasser des bases militaires étrangères, occidentales sur le continent, etc., etc., mais derrière, c'est quoi, Bachir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière la volonté de sauvegarder notre humanité. Mais quand les peuples luttent au Canada et qui dévoient le monde entier, qui sont dirigés par un criminel, qui envoie l'armée, n'est-ce pas, massacrer les populations au Canada, qui s'attaque au compte bancaire personnel des contraint d'arrêter les manifestations, on voit très bien qui nous dirige. Parce que lorsque les gens luttent en Europe et qu'on voit qui dirige l'Union européenne, c'est-à-dire une criminelle, une faussaire de profession, une corrompue de haut niveau, n'est-ce pas, qui a démontré au monde entier que l'Union européenne, ça fait honte, c'est pas un parlement. C'est pas un parlement, c'est une caisse de résonance, n'est-ce pas, corrompue à tout point de vue. Bon, je salue quelques députés qui sont restés intègres, il faut les saluer, mais de façon majoritaire. Bachir, aujourd'hui, c'est New York Times maintenant qui va en justice pour demander qu'on ouvre les SMS de Mme von Leyen. Parce qu'en Europe, c'est barricadé, il n'y a même pas de justice, personne n'est en mesure d'ouvrir une procédure contre ces dames, alors que toutes les preuves sont réunies. Elle a fait signer des contrats pour vendre un vaccin qui n'était pas du vaccin, qui était un poison. Aujourd'hui en Europe, les peuples se battent. Quand les gens se battent en Europe, Bachir, pour que
les chiffres de la mortalité post-Covid soient rendus publics. C'est une bataille pour l'humanité. C'est de cela qu'il s'agit. Mais pourquoi on cache les chiffres? On va dire que les vaccins vont nous sauver, machin et consorts. Mais pourquoi on cache? Aujourd'hui, il y a le problème de la surmortalité post-Covid est un problème majeur dans le monde aujourd'hui. Aux États-Unis, en Europe, partout, mon cher Bachir, il y a un tabou dessus. C'est plus qu'un secret défense. Même il n'était pas arrivé à ce niveau. Vous comprenez? Donc vous voyez que les luttes sont diverses, mais la trame de fond, c'est derrière. C'est pour ça que nous sommes pour un monde multipolaire. Certains Africains n'ont pas compris ce qui se joue en Ukraine. Il y en a, bon, c'est un refus de comprendre par intérêt. Ce sont des blancs à la peau noire, il n'y a pas d'effort à faire, ils ne changeront jamais. Mais l'immense majorité, certains Africains font seulement de ne pas comprendre l'enjeu, Bachir. Il faut un monde multipolaire. Il faut plusieurs pôles de civilisation dans le monde, mon cher Bachir. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, un monde unipolaire entre les mains des Yankees, n'est-ce pas, des Yankees, avec des transgenres partout, des gens qui ne savent pas où ils sortent, n'est-ce pas, qui vont nous dicter, n'est-ce pas, le programme officiel de la finance mondiale pour nous anéantir, avec des peurs qu'on fabrique, peur des pandémies fabriquées en laboratoire, mon cher Bachir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un débat très... L'OMS vient de dire qu'elle est fatiguée parce que les puissances du monde bloquent l'enquête pour savoir si la pandémie était artificielle ou pas. Mais on sait qu'elle était artificielle. L'OMS maintenant commence à le sentir. Et l'OMS a joué le jeu. Ils veulent se blanchir. C'est tard. Mais mon cher Bachir, on nous fabrique des pandémies. On nous effraie avec la pandémie verte, c'est-à-dire l'alerte climatique. Ceux qui ne sont pas informés ne comprennent pas aujourd'hui que nous avons des armes géologiques qui permettent, n'est-ce pas, de créer des séismes artificiels, comme ce qu'on est en train de voir en Turquie aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une sénatrice qui a fait une sortie, ça l'a porté tout le monde. Elle démente tout par l'appui. Les Américains peuvent modifier le climat. Ce sont un peu ça des armes. Provoquer des séismes. Des séismes, des pluies, modifier le climat, Bachir. Et derrière, les mêmes gens vous font dire que non, la planète va disparaître. Derrière, ils ont des programmes gravissimes contre nous. Le Covid a échoué. Maintenant, il faut la peur du climat. Il faut que les séismes partout. Pour que Bill Gates soit un prophète crédible. Pourtant, c'est un criminel qu'il faut arrêter et fusiller, mon cher Bachir, pour les crimes qu'il a commis. Donc, il y a tout ça. Les peuples luttent partout dans le monde entier contre ce système totalitaire, n'est-ce pas, financiarisé, qui a décidé de nous exterminer en tant qu'être humain. C'est pour ça que le combat de la France ne peut pas être isolé. Le combat des Français, on est solidaire avec les Français, comme on est solidaire avec les Canadiens, on est solidaire avec tous ceux qui demandaient la lumière sur le Covid aux États-Unis, dans le monde entier. On est solidaire de toutes les luttes dans le monde entier, Bachir. C'est ça le panafricanisme du XXIe siècle. Pas un panafricanisme isolé qui va s'enfermer dans les frontières raciales, ça n'a pas de sens. Ces batailles-là nous concernent tous. C'est comme ça qu'on va arriver à avoir un monde multipolaire qui est la garantie de la sécurité de tous. Il faut plusieurs visions du monde, mon cher Bachir. C'est pas trop demandé pour un monde qui est dirigé, entre guillemets, par les démocrates. En tout cas, c'est pas trop demandé. Vous l'avez dit, président Bandakani. On retourne au téléphone avec Mohamed qui nous appelle de Londres. Bonsoir, Mohamed. Alaikum Bachir. Alaikum salam. Vraiment, je suis vraiment aux anges de voir son excellence aujourd'hui, de le resaluer en live. Sommité, respect, honneur. Sommité, longévité. Sommité, santé de fer. Sommité, excellence. Dieu vous protège, Dieu vous guide, Dieu vous assiste, Dieu vous supporte. Les ennemis, ils iront après vous, ils vous atteindront jamais. Tous ceux qui vont planifier, Dieu va les noyer tous. Longévité à vous. Excellence. Bachir, n'est-il pas temps que nous créions une chaire? N'est-il pas temps que nous créions une chaire en Afrique du vivant de Sommité, de son excellence, pour qu'il enseigne, ne serait-ce que virtuel, une université virtuelle, et pour qu'il enseigne, parce que la connaissance, parce que le baobab ne peut pas partir comme ça, il est parti avec toute la connaissance. Comme ça, tu as une grande tête, hein, parce que la sommité est là, maintenant son excellence est là, il faut que nous profitions au maximum. Je te jure, avant que je n'aborde le thème d'aujourd'hui, Bachir, avec ta permission, j'aimerais demander de obliger la littérature à la même occasion saluer le Je dis bonjour. Et
Et s'il te plaît, je voudrais demander aux téléspectateurs d'aller sur Panafricaniste TV et d'aller voir les interventions de son excellence Manda Kani là-bas. Qu'est-ce que c'est que la France? Les élections en France, ils n'ont pas allé là-bas. Ils verront tout ce que son excellence est en train de développer ici. C'est déjà fait. Le boulot est déjà fait. Tout ce que j'aimerais ajouter, comité, il m'est difficile d'aller contre votre position, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Leur lutte n'est pas notre lutte, excellence. Leur lutte n'est pas notre lutte. C'est des gens qui n'ont jamais pensé à nous quand nous sommes en train de lutter contre leur pays, contre les criminels de leur pays, nous n'ont jamais supporté. Donc, ils n'ont qu'à faire leur lutte à part, nous ferons notre lutte à part. Je suis d'accord que demain, peut-être nos luttes peuvent se rejoindre, mais aujourd'hui, leur lutte n'est pas la nôtre. Parce que quand ils vivaient de nous, quand ils profitaient de nous, ils n'ont jamais levé le petit pouce pour nous défendre. Ils n'ont jamais pensé à ce qui nous arrive en Afrique. Et pour preuve, sommité, vous-même, vous savez que dans leur soi-disant démocratie, il y a toujours des mécanismes du contrôle, les mécanismes de contrôle du pouvoir législatif. Que fait ce mécanisme du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif en France? Sinon, ils seront informés de ce que font leurs pouvoirs ou bien leurs exécutifs en dehors de leur pays. En dehors de leur pays, ce que font leur pays ne les intéresse pas. Ils peuvent tuer, ils peuvent brûler, ils peuvent génocider, ils peuvent voler, piller, créer des guerres. Ça ne leur dit rien. Excellence, franchement, il m'est difficile de ne pas partager votre point de vue, mais pour moi, je ne pense pas que leur lutte est la nôtre. Notre lutte peut se rejoindre demain ou bien après-demain. Mais aujourd'hui, il faut que nous fassions notre lutte et que nous réussissions. S'ils veulent joindre notre lutte, tant mieux. Mais ils ne se sont jamais souciés de nous. Et les mécanismes de contrôle du pouvoir exécutif qu'il y a dans toute leur soi-disant démocratie ne sont jamais intéressés à l'Afrique et ce que font leurs pouvoirs en Afrique. Ça ne les regarde pas. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont en train de pleurer. Ils n'ont qu'à pleurer leur propre pleurs. Bachir, merci bien. Merci, Excellence. Excusez-moi d'aller contre votre position et bonne continuation des suites de l'émission. For You Media, Another View of the World. Another View of the World. Merci, Mohamed. En tout cas, le président vous dira pourquoi leur lutte est aussi la nôtre tout à l'heure. Donnons la parole aux autres. Jean Sakpono est avec nous au bout du fil. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir, bonjour Manda Kani, l'un des grands maîtres de notre temps. Oui, d'aucuns pensent qu'il faut avoir une université. Non, c'est déjà, il a essayé depuis longtemps. Il est à mission. Moi, je me souviens très bien de cela. 4 ans, j'avais posé la question sur Afrique Média et j'ai dit, mais mon frère Manda Kani, il faut te prévenir, il faut savoir faire parce que ce que tu dis, nos ennemis ne seront pas contents, ils vont chercher à t'éliminer. Et il y a je me souviens plus du vieux qui m'avait rassuré, mon frère, aucune main humaine ne peut tomber sur Manda Kani. Et depuis lors, je vois cela se concrétiser. Merci beaucoup. Et que le cœur s'ouvre à votre information que vous donnez. Ce n'est pas, je dis bien, nos diplômes sont très très inférieurs à ce que tu donnes. Wow. Ce que tu dis, c'est jaloux. Tu as tout gâté. Voilà. Et depuis lors, je vois cela se concrétiser. Merci. Que le cœur s'ouvre à votre information que vous donnez. Ce n'est pas, je dis bien, nos diplômes sont très très inférieurs à ce que tu donnes. Alors, la qualité d'écoute s'est dégradée malheureusement avec Jean Sakpono. Certainement reviendra-t-il pour compléter son analyse puisqu'il avait encore 1 minute. On va donc aller vers Zerfel pendant ce temps. Zerfel, bonsoir depuis l'Allemagne. Ok, bonsoir Bachir. Je salue votre invité, le président Manda Kani, et puis les autres qui sont de l'autre côté, et puis sans oublier les techniciens et les autres journalistes de For You. Voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faiblesse de nos dirigeants
qui nous ont pris depuis, ça fait des années, ça fait des siècles maintenant, qui sont à la tête de ce continent. C'est à cause d'eux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les Français sont marchés. Est-ce que, qui les a posé la question pour dire qu'ils sont été chez ceux qui marchent à sont manipulés? Tandis que nous, les Africains, quand on marche dans nos pays, on dit que les Français disent que nous sommes manipulés. Et les ambassadeurs nous insultent. Quel ambassadeur aujourd'hui qui est en France, qui a pris la parole pour dire que, comment dirais-je, les Français sont manipulés? Parce qu'on a peur. Parce que ceux qui les ont nommés là, ce ne sont pas des vrais présidents qui ont été élus. C'est ça le problème. Parce que quelqu'un qui a été élu par son peuple là, il parle sans vergogne. Il parle comme si... Regardez les jeunes militaires qui sont là. Hein? Le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre, il n'a rien à foutre avec ça. Il dit ce que le peuple veut. Et aujourd'hui, nous, on voit aujourd'hui ce qui se passe. C'est tellement propre. Et regardez, parce que moi, ce que comment dire, qu'il y a une lenteur dans ce que les trois pays là, d'abord, dans la Guinée, la Guinée, elle a déjà sa monnaie, ces deux pays là. Et donc, parce que des histoires de CEDEAO pour dire qu'on est ensemble, on ne va pas se quitter là. C'est Chigom, on est nés ensemble, pour on a fait les frontières là. Quand ils ont fait les frontières, quand ils ont fait les Blancs ont fait les frontières, ils devaient dire que non, on ne veut pas les frontières. Aujourd'hui, s'ils ont fait les frontières là, c'est qu'on doit respecter. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, ces gens, aujourd'hui, comment dire, ils ont fait leur monnaie d'assez d'ailleurs qui dit que les autres ne doivent pas les quitter là. Alors, est-ce que Côte d'Ivoire égale à Burkina? Burkina a son nom, Côte d'Ivoire a son nom, Mali a son nom, et Mali a son drapeau, ainsi de suite. Alors, donc, ces gens de personnes qui sont là aujourd'hui, comment dire, quand je les vois, moi, on doit les soutenir et taper leur monnaie rapidement. Et au lieu d'écouter la merde des choses de la CEDEAO là, pour dire que non, on est ensemble, on ne doit pas se quitter là. Ça, à cause de quoi? À cause de quoi? On ne va pas se quitter. Parce que vous êtes sur, comment dire, des moutons, des choses de ces petits Français là. Non, il faut qu'on arrête un peu. Moi, je demande à ces deux pays là, qui n'ont pas, si la Guinée peut mettre sa monnaie de côté et puis les rejoindre pour qu'ils aient une monnaie commune, ça sera bien. Et ce qu'ils ont dit, comment dire, de faire des routes de n'importe comment, parce que la route ne peut pas comment dire, transporter tout ce qui est des marchandises. Il faut que les voies ferrées, comme ça, les voies ferroviaires, va, comment dirais-je, faciliter le commerce entre les trois pays. Ils vont ramasser tout ce qui est, comment dire, marchandises, ça va rentrer sans qu'il y ait des tracasseries, des choses, des petits marbiers qui sont dans les frontières là. Donc, moi, quand je vais m'adresser un peu au président, parce qu'il est jeune, tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas lutté jusqu'à et puis tu vas aller t'asseoir. Tu luttes pour quelque chose, pour que tu développes un jour. On dit Badakani à la tête des choses de Cameroun. Alors, quand les jeunes sont là, on te regarde. Et c'est pas la peine. Et oui, le vieux, il est là. C'est notre grand-père, il est là. Mais il faut que tu te positionnes. Jusqu'à aujourd'hui, on est là. Et comment dirais-je, tu viens dire tout ce que tout le monde apprécie dans tes analyses. Mais il faut avoir le courage pour dire que moi, là, je suis prêt aussi pour diriger le Cameroun. Tu es un être humain. Tu as toutes les facultés pour diriger un pays. Alors, donc, qu'est-ce que tu attends? C'est ça la vérité. Parce qu'il faut bousculer un peu ceux qui sont là. Par exemple, quand on ne les bouscule pas là, ça va devenir la merde. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On n'a pas bousculé le... Merci à Zerfel pour la contribution. En tout cas, Président Badakani, vous avez suivi le message de Zerfel. Hein. On reste encore au téléphone. Alors, il y a Jean Saponou qui n'avait pas fini tout à l'heure, on a été coupé. Alors, on prend Armel, c'est ça, avant Jean Saponou? Armel, de Paris. Bonsoir, Armel. Bonsoir, Mohamed Bachir. Bonsoir. Très cher frère Jobat, Jonathan Batengini, c'est Armel depuis Paris, le centrafricain, bien évidemment. Alors, j'appelle Bachir pour d'abord, dans un premier temps, permets-moi de
lancer un appel au président de la transition, le chef de l'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, de libérer notre frère Nestor Podassé immédiatement et sans condition. Parce qu'il doit se rappeler quand même que c'est les appels de notre frère Nestor Podassé et autres frères panafricains qui l'ont sauvé lors de son coup d'État. Quand Gaspard, alias Chamou, avait envoyé les éléments de l'armée française depuis le 43e Bima, c'était les panafricains qui étaient sortis dans la rue pour sauver son régime et qui avaient fait plier ces éléments du 43e Bima. Donc, on lui demande de s'impliquer personnellement dans cette affaire et d'ordonner immédiatement la libération de notre frère Nestor Podassé, de peur qu'il perde notre confiance et notre soutien. Merci. Maintenant, en nom d'aujourd'hui, Mohamed Bachir Ladan, vous savez, nous on vit ici, mais on vit avec des gens. Il y a des gens bien et il y a des gens vraiment qui ne sont pas bien, à majorité même. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui en France, il fallait que ça arrive quand même pour que le peuple comprenne au moins ce que nous vivons en Afrique et ce que le peuple africain vit tous les jours de sa vie. Donc, là, il fallait quelque chose comme ça. J'espère pour eux qu'ils ont compris un peu parce que la majorité, au moins 90% ici en France, vit encore dans l'ignorance en fait de ce qui se passe ailleurs. Donc, il fallait quand même que ça arrive. J'espère pour eux que vraiment, là, ça va essayer de changer un peu les choses. Donc, je tenais juste à vous dire ça et j'appelle encore une fois de plus les autorités du Burkina à la libération immédiate de notre frère Nestor Podassé. Merci, bon courage à vous, bon courage, Monsieur le Président Bandakani, qui est adoré par tous les peuples africains, tous les panafricains, et notre très cher frère Jonathan Batengene, Jobat, bon courage, merci, le bonheur nous attend. Merci. Pour l'appel depuis Paris, et je crois que Jean Sakponou est en ligne, alors en une minute certainement va-t-il compléter son analyse. Jean? Bonjour encore Bachir, bonjour. Oui, bon, il y a des jours comme ça, je vais finir un peu de temps. Bachir, pour aborder maintenant le problème, c'est vrai, Badakani a beaucoup développé les aspects, mais je vais encore mettre le point sur ça, parce que c'est nécessaire. La guerre que nous menons, nous devons savoir avec qui, contre qui nous menons cette guerre. C'est contre l'Occident, contre nos ennemis. Et Dieu qui est avec nous, parce que nous sommes dans notre droit. Dieu est en vérité, justice et amour, nous supporte dans cette lutte. Alors, nous lui demandons chaque fois d'affaiblir, d'exhiber l'ennemi, de faire que l'ennemi soit connu de tout le monde. Si aujourd'hui nous voyons les manifestations en France, c'est parce que les Français, malgré tout ce que les Mitterrand, les gens disaient, Mitterrand avait dit, si nous avons 100 francs, 40 francs viennent de l'Afrique, mais on ne l'a pas expliqué comment est-ce que ces 40 francs-là viennent de l'Afrique. Les Français CFA, ces injustices que nous dénonçons depuis longtemps, mais il y a beaucoup de Français qui ne sont pas vraiment imprégnés. Mais ils ont commencé par voir sur leur propre vie. À partir du Covid, l'injustice a été vraiment très flagrante. Ils ne commencent pas à demander, mais alors, ça vient jusqu'à nous. Et encore, de surcroît, la crise en Ukraine. Regardez comment est-ce que la France s'investit dans cette crise en Ukraine. Pour quel intérêt? Et ce qu'elle fait comparativement en Afrique. Mais il y a quand même de bon sens dans l'être humain. C'est ce qui fait que ces Français-là, quand on veut encore amputer sur leur intérêt, les réformer leur conseil de retraite, ils ont pas voir clair pour dire, le plan de satanisme est vraiment dévoilé. Alors, Bachir, vous n'avez rien vu. Nous n'avons rien vu pour le moment. Bachir, vous n'avez rien vu. Ça va s'enflammer. Je dis bien, ça va s'enflammer. Que ce soit en Amérique, ici, là où je suis. Je suis chaque fois sur pied de guerre quand je sors, quand je reviens. C'est comme ça. Ma vie est au jour le jour. Je peux mourir à n'importe quel moment. Et je suis prêt à ça. C'est pourquoi je ne m'attache pas aux choses de ce monde. Donc, nous faisons une lutte vraiment que Dieu permette au cœur qui soit encore endormi de se réveiller pour que ce mal-là soit muselé. Parce qu'ils ont trop fait du mal, surtout à l'Afrique. C'est une injustice.
Qui va payer ça? Vous voyez, quand ces gens-là, quand ils font du mal, finalement, le mal s'érige en vérité en loi pour eux. Ils ne savent même plus que ce qu'ils font, ça blesse les autres, ou bien ça fait du mal aux autres, jusqu'à leurs propres enfants, à leurs frères. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et vous avez, on n'a rien vu. Ça va s'enflammer. Ça va s'enflammer. Nous sommes en joie de vivre ce temps-là que nous vivons. Nous avons la chance. Parce que nos aïeux ont versé leur sang pour cette justice que nous réclamons aujourd'hui et que nous voyons déjà l'ennemi va s'affaiblir. Je m'arrête là, nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse. Courage à vous, Badakani. Courage aux autres. Ne nous décourageons pas. Courage à toi, Bachir. Merci. Tu es un grand. Je m'arrête là. Merci. Merci, Jean-Sac Pono. Prenons un dernier appelant et on revient sur le plateau pour cette série. Alors, c'est Koulibaly, du Burkina Faso. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, bonsoir Badakani. Bonsoir à For You Media. Vraiment, je suis ravi de vous parler ce soir. Quand j'étais en de vous parler plusieurs fois, je n'ai pas pu, mais j'ai quand même parlé plusieurs fois. Bon, ok. Mais sinon, je suis de retour actuellement au Burkina Faso. Ben, je vous appelais pour vous saluer et puis vous dire bonne continuation. J'appelle à ce que les autorités de Burkina libèrent Nestor Podassi. Parce que bon, je sais qu'il a beaucoup œuvré pour l'avènement du capitaine. Et bon, je crois que réellement, c'est un panafricain et bon, nous le soutenons de tout notre cœur. Et que nous prions tous les jours et que Dieu fasse que, Inch'Allah, il puisse recouvrer la liberté et continuer la lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À vous, bonne continuation. Salam alaikum. Hommes intègres. Jonathan Batengene, alors, je me retourne vers vous. C'est vrai que quelques petits soucis à l'arrivée, mais vous êtes là, c'est le plus important. Jonathan Batengene, sur cette thématique, on a certainement dit beaucoup de choses avec le président Badakani. Et du coup, je vais quand même poser la première question que je me suis posée. Je ne l'ai pas posée, certes, au président Badakani, dans l'introduction de cette émission. Comment la France, malgré tous ces problèmes, tout ce qui se passe, arrive quand même à se retourner, à avoir pitié de nous autres, s'occuper des problèmes des Africains? Non, la France ne se retourne pas à pitié des Africains. La France agit dans le cadre de ses propres intérêts. Oui. Et cette France qui agit dans le cadre de ses intérêts sait que pour faire des actions marketing, il faut donner l'impression qu'elle agit en philanthrope. Donc, c'est essentiellement, ça rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le cas de l'entreprise, la responsabilité sociétale de l'entreprise ou bien la responsabilité sociale de l'entreprise. Oui. C'est un coup de marketing qui est fait dans le sens de donner l'impression qu'on s'intéresse aux clients ou bien aux individus qui sont dans l'environnement de l'entreprise, mais en fait qui vise à redorer l'image de marque de l'entreprise. Donc c'est un coup sur la marque, c'est un coup sur la notoriété de la marque. Et ça permet de... Vous savez, quand vous parlez, je me souviens quand même de l'exemple le plus récent. Avec vous, on en parlait ici, je crois que c'était hier ou avant-hier. Oui. L'ambassadeur français à Niamey, au Niger donc, mais il a quand même démontré que l'eau au Niger était offerte par l'Union européenne. C'est-à-dire que la France, qui fait partie de l'Union européenne, a ce souci quand même de l'avenir des Nigériens, ne serait-ce que du point de vue de l'eau potable. Je prends un cas. Il y a un milliardaire états-unien, d'ailleurs, quand le président a parlé tout à l'heure de l'affaire Covid, il est épinglé dans cette affaire. Oui. Il s'agit de Bill Gates. Oui. Bill Gates, dans les années 80, vu qu'il avait volé à la fois la licence de Microsoft qu'il a acheté à vil prix, puis en fait, il avait trompé celui qui avait conçu le logiciel. Son partenaire d'affaires avec qui il a commencé les affaires, il avait lui-même lobé. Donc, il a créé quelque chose tout à fait un peu bizarre. Et puis, il a réussi à se hisser à la tête de cette entreprise. Et comme ça, il recrutait des informaticiens, des développeurs, à qui il promettait monts et merveilles, mais il ne réalisait pas. Et à la fin, ça lui a donné une image de prédateur sur le plan du marché états-unien. Donc les États-Unis ont engagé une campagne. Dans les années 80,
les grands magazines états-uniens ont commencé à présenter Bill Gates comme le nouveau requin du monde des affaires. Si bien que beaucoup le voyaient comme étant celui qui fait son argent sur le dos des individus et donc qui ne se soucie pas de l'humain. On le présentait comme un criminel. Hein. Oui. Alors Bill Gates, à la fin des années 80, on décide de créer la fondation Bill et Melinda Gates, qui offre les Africains, nous, subsahariens, nous sommes habitués des campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés. C'est la fondation Bill et Melinda Gates qui le fait en partenariat avec l'OMS. Alors, avec cette fondation, il a essayé de redorer son image comme étant un bienfaiteur dans le monde africain, mais ça s'est fait sur le conseil des cabinets. Et parmi, il y avait des cabinets comme KPMG qui ont conseillé Bill Gates, qui lui ont montré qu'il fallait qu'il réoriente son action dans l'humanitaire pour davantage polisser son image. Ce genre d'action, au niveau des États européens, des États occidentaux, est fréquent. Et ça date depuis l'esclavage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des esclavagistes ont compris que s'ils se transformaient en ce qu'ils ont appelé les philanthropes, ça donnait une meilleure image d'eux. Donc, l'ancien esclavagiste, il commençait à défendre les droits des Africains, des Noirs, tout ça. Et ça lui donnait une meilleure image. C'est ce qu'ils ont appelé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous commencez à vous montrer plus responsable dans votre environnement. C'est ce que fait en fait la France et tous les pays de l'Occident dans le cadre de ce qu'ils appellent l'aide à l'Afrique. Sauf que, encore même dans ce cadre, ils se font de l'argent parce que l'aide, c'est un crédit qui est octroyé à un taux d'intérêt inférieur à 5%. Donc, ce n'y a pas d'aide. Il n'y a véritablement pas de philanthropie internationale. Mais, dans le coup marketing, ils réussissent à blanchir tout cela dans le cadre de l'aide. Aujourd'hui, les manifestations, le président a parlé d'un ensemble de mouvements sociaux qui s'élèvent en Europe et qui donnent la voix. Il ne s'agit pas seulement de ça. Dans le cadre de la manifestation avec les Français qui revendiquent que soit maintenue leur pension, leur fonds de pension retraite ou bien leur système de retraite dans la forme actuelle, c'est symptomatique d'un décalage d'information, d'une asymétrie d'information entre le peuple et les dirigeants dans ce qu'ils appellent leur système démocratique. Cette asymétrie est due à quoi? Aujourd'hui, Emmanuel Macron et tous les économistes autour de lui ont conscience de ce qui se fait en Afrique. Les mouvements sociaux, les panafricanistes, les luttes souverainistes. Alors, dans leur projection, ils comprennent que des territoires en Afrique ne sont plus des sources fiables de revenus pour l'Occident. Ils comprennent ce qui se passe par rapport à notre lutte sur le franc CFA. Désormais, le franc CFA même ne sera plus une source de revenus pour la France. Les fonds, le compte des opérations ne sera plus une source de revenus pour la France. Donc, au niveau des économistes français, il y a dans la prospective d'intégrer que désormais, nous n'allons plus compter sur ces sources de revenus qui nous étaient acquises et qui se faisaient sans le travail sur le territoire français. Donc ce n'est plus le territoire, ce n'est plus les travailleurs de la France, ce n'est plus en fait les revenus hors de la France qui vont permettre de gérer ces dépenses sociales qui étaient extraordinaires pour le citoyen français lambda. C'est maintenant le travail réel des Français qui va générer ces revenus. Donc dans le travail de prospective, ces économistes commencent déjà à créer une comptabilité qui exclut ces sources de revenus. Et ils se sentent donc obligés de réformer ça. Je suis sûr que dans les cercles de la France, les cercles fermés en France aujourd'hui, c'est ce sur quoi ils sont obligés de réfléchir à une France qui va désormais compter sur son propre travail. Donc, ils sont en fait en train de dessiner le véritable visage de la France. Alors, pour tous ceux qui sont aujourd'hui en train de manifester, pour nous, panafricanistes, nous considérons qu'ils ne comprennent pas encore quel est le véritable problème. Ça montre à quel point le peuple français n'était pas au courant des combines qui lui font vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire le citoyen lambda qui allait bénéficier de prestations sociales, le président. Parce que quand on vous disait que la France offre les meilleures prestations sociales en Europe et dans tout le monde occidental, c'était dû au fait que la France avait essentiellement aussi des revenus hors son territoire qui étaient faramineux. Et donc, elle pouvait se permettre ce genre de politique sociale. Mais maintenant qu'elle va compter sur son propre travail, ce n'est plus possible. Donc, ces économistes sont en train d'intégrer cela. La symétrie d'information entre les populations et les dirigeants fait que pour les populations, elles s'en tiennent
aux données qui sont véhiculées via les statistiques nationales. Et ces données pour l'année-ci et l'année dernière sont positives. Les données montrent qu'en fait, il n'y a aucune raison. Mais Macron et toute sa clique, qui savent que les choses vont se gâter dans plusieurs années, disent, est-ce qu'il faudra recevoir cela de manière flagrante, comme ça un bon matin, ou bien est-ce qu'il faudra se préparer à cela? Et je crois qu'au niveau de l'Élysée, la décision qui a été prise, c'est de se préparer à ce que l'Afrique, désormais, enlève sa part de contribution qui n'était pas légitime. C'était un vol qui était fait à l'Afrique, que l'Afrique enlève sa part de contribution et que la France, désormais, vive sur ses véritables moyens. Donc, les Français vont beau manifester. Malheureusement, nous, panafricanistes, nous savons qu'ils manifestent pour quelque chose qui est leur réalité véritable. En fait, dans quelques années, ils devront assumer cette réforme des retraites parce que c'est le fruit du travail réel des Français. Avant, ils vivaient au-dessus de leurs moyens parce qu'il y avait un vol international qui était organisé sur les territoires africains. Donc, pour nous, c'est la symétrie d'information essentiellement qui explique cela. Maintenant, il y a aussi le réveil des sociétés civiles occidentales qui se rendent compte qu'elles sont dirigées par une élite comprador, une bourgeoisie comprador. Cette bourgeoisie s'enrichit dans le dos des citoyens. Par exemple, Madame von der Leyen, c'est essentiellement une dame qui vit des revenus de l'Européen lambda. Elle a tout un scandale de corruption en Allemagne qui est occulté par ces réseaux tout à fait bizarres, ces réseaux de pouvoir. On l'empêche d'aller comparaître normalement dans un procès qui l'interpelle en Allemagne. On limite les procédures, on arrête sa vice-présidente et on limite les procédures de corruption via le Maroc, parce que tout ceci implique l'État du Maroc et même l'État d'Israël. Donc, on limite les procédures parce qu'on veut simplement la protéger. Pourquoi? Parce que Madame von der Leyen, c'est la dame qui a servi toute l'Europe au laboratoire Pfizer. C'est elle qui a servi toute l'Europe au laboratoire Pfizer. Pourquoi? Parce que son mari lui-même travaille à Pfizer. Et donc, comme elle a rendu ce grand service qui se chiffre en centaines de milliards, parce que si vous regardez, la France commandait 2 milliards de dollars de vaccins au moins tous les 2 mois. Quand vous prenez toute la bagatelle de vaccins que la France a commandé chez Pfizer, on n'est pas loin des 40 milliards de dollars ou bien 50 milliards de dollars. Si vous prenez ce que l'Allemagne a commandé, vous prenez ce que les autres pays, la Belgique et tous les autres, eh bien, vous vous trouvez avec des centaines de milliards, avec les rétrocommissions derrière et toutes les cliques de l'Europe, de la bourgeoisie comprador européenne, c'est-à-dire les fonctionnaires qui ont mouillé dans la corruption. Ils se sentent obligés de protéger le cerveau de l'histoire, qui est Madame von der Leyen. Donc vous avez aussi cette bourgeoisie comprador dont l'Europe en a ras-le-bol et se dit, nous ne voulons plus de ces gens. Mais comment l'Europe peut-elle se départir de cela? Parce qu'il y a une réalité du capitalisme qu'on n'a pas. Oui, il y a une réalité du capital. À un certain seuil, le capitalisme agit en concubinage incestueux avec l'État. C'est-à-dire que les capitalistes qui sont des acteurs économiques sont obligés d'acheter des personnalités de l'État pour se mouvoir dans l'espace économique et avoir des monopoles, construire des monopoles artificiels. La théorie économique telle qu'elle est véhiculée dans le monde occidental et surtout à l'université est une théorie qui est basé sur beaucoup de mensonges et d'insuffisances. On fait croire d'abord avec Adam Smith qu'il y a un marché tout à fait parfait. Le marché parfait n'existe pas. La main invisible, on dit que le marché s'autorégule, c'est faux. Le marché ne s'autorégule pas. On fait croire que non, avec d'autres théories, que les monopoles, ça tue l'économie. Eh bien, allez voir comment les Total ont exploité les marchés africains. Le monopole n'a pas tué Total. Le monopole a permis à Total de devenir l'un des mastodontes du marché pétrolier. Quand vous regardez dans d'autres secteurs, ils ont construit des monopoles artificiels. Quand vous regardez dans le domaine de l'agroalimentaire, où est-ce que les bourses de négociation des matières premières dans l'agroalimentaire sont situées? Le monopole, c'est entre l'Angleterre et les États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Ces gens ont construit des théories économiques qui sont tout à fait basées sur des mensonges et qui rendent compte d'une réalité qui est essentiellement idéologique, c'est-à-dire une réalité de domination. Et c'est ce que nous consommons malheureusement en Afrique. Désolé à notre ami Caboret Claude qui nous demande d'ajouter un peu de temps. Vous le savez, le journal, c'est une institution et donc on doit respecter l'heure du journal. Néanmoins, Lamine Diop est en attente depuis quelques minutes. On va donc lui donner 1 minute
minutes et on revient conclure avec vous, Président Bandakani. Lamine Diop, bonsoir. Bonsoir M. Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs de YouTube de Fouillancer à votre régie technique. Et bonsoir M. Bandakani, M. Batingane. Écoutez M. Bachir, je vais aborder le sujet comme l'ont fait d'ailleurs les panélistes sous un autre angle. En réalité, les sanctions américaines contre la Russie n'amènent-ils pas votre thème à conclure que la politique de sanctions américaines finira par se mener à une impasse économique, sociale pour l'Occident et plus précisément la France? On peut se poser la question, effectivement, ces gigantesques mobilisations en France, comme en Grande-Bretagne, en Espagne, en Belgique par exemple, etc., ont à la fois mobilisé, alerté sur le fait que ces nombreuses explosions de mécontentement populaire cachent en réalité une forte crispation sociopolitique de la population occidentale. En effet, ce sont précisément ces rassemblements, grèves et manifestations qui deviennent parfois une raison formelle pour entreprendre des actions politiques importantes à propos de la direction d'un pays. À proprement parler, les Français en ont ras-le-bol et souffrent au niveau du porte-monnaie. Alors, mon cher Bachir, il ne reste plus qu'à plaindre les Français en général. Après tout, ils ont accepté de se diviser sociopolitiquement entre une soi-disant politique libérale progressiste à la Macron et une haine féroce contre tout ce qui est attrait à l'Afrique à travers une fausse extrême droite qui d'ailleurs fait partie du même business plan que Macron, car l'extrême droite française est celle qui élit désormais ces bandits au col blanc tous les 5 ans. Eh bien, cette manifestation est tout à fait plaidable de la part d'une population désabusée sociopolitiquement pour exprimer son ras-le-bol à propos de ces manœuvres fourbes de Macron en ce qui concerne l'augmentation de l'âge de la retraite de 62 ans, 64 ans. Mais il n'empêche que cette guerre en Ukraine, dans laquelle l'Europe a été entraînée par les États-Unis, avec ses sanctions erronées contre la Russie, sont la racine de tous les maux MAUX actuellement en Europe occidentale, en passant par la crise économique qui la frappe durement. En raison de la hausse tout simplement des prix des matières premières, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries causées par les sanctions occidentales et la crise ukrainienne, etc., etc. Une fois de plus, ils ont essayé de limiter d'une manière ou d'une autre la Fédération de Russie alors qu'ils se sont limités eux-mêmes. Je finis par là. L'Europe est et sera secouée durement par une puissante crise économique. La population de nombreux pays européens exprime un mécontentement croissant à l'égard de la politique intérieure et étrangère des autorités européennes, ainsi le cas en France, ce qui se traduit par des protestations et des manifestations de masse, que ça saute, je dirais, que ça explose, je dirais, mon cher Bachir, car par là, l'Afrique noire pourra peut-être tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire cette Afrique noire qui saura se placer du côté de la Russie, comme le Mali, par exemple. Merci, belle fin d'émission, bientôt, ciao. Oui, également, Lamine Diop, président Bandakani, en 1 minute, on rend l'antenne. Je veux saluer Botengene. Il ne faut pas faire un débat sans saluer. C'est notre espérance dans ce combat. Bachi, il a développé des choses extraordinaires. Rapidement, il m'a convoqué, c'est Lénine. Oui. Impérialisme, stade suprême du capitalisme. C'est Lénine. Oui. Il appelait le capitalisme d'État, le stade qui atteint là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Capitalisme d'État. Ça varie selon les pays, mais c'est de ça qu'il s'agit. Que désormais, c'est l'État qui porte le capitalisme. Et ça ne peut pas se faire sans les monopoles. C'est ça l'impérialisme, la domination des monopoles. Le capitalisme a une contradiction extraordinaire. Son essence, c'est d'empêcher la concurrence. Mais il ne peut pas fonctionner sans concurrence. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est l'une de ces contradictions qui font qu'il a appelé à exploser sur sa forme actuelle. Je voulais terminer en disant à Mohamed, que mon fils, depuis longtemps, les luttes sont globales. Si vous ne globalisez pas les luttes, vous n'allez pas... On a un ennemi global qui a globalisé le monde, qui a globalisé les enjeux. Si vous ne comprenez pas que les enjeux sont globaux, vous allez échouer. Nous sommes solidaires des peuples du monde entier qui se battent contre le même ennemi, les mondialistes, les financiers, les quelques familles qui ont décidé de faire de nous de moins que rien. Les gens qui ont décidé de faire de nous des non-humains, qui nient notre humanité. C'est ça l'ennemi. C'est notre ennemi, Bachir. Je vous ai dit que les gens ont tellement accumulé de l'argent. Les paradis fiscaux, il y a tellement d'argent. C'est un billion, des billions, des billions, des milliards. Vous prenez tous les déficits des caisses de retraite dans le monde entier, Bachir. Je dois vous dire que c'est l'argent de baignée d'un actionnaire de BlackRock. Vous voyez ce qui se prépare. On a affaire à des satanistes de haut niveau avec qui nos chemins sont diamétralement opposés. Il faut donc que la lutte se globalise, il faut qu'on gère tout ça. Et puis, dans un monde multipolaire, chacun, ceux qui le veulent, chacun retrouvera ses marques. Et puis, on va bâtir cette civilisation de l'universel, qui est l'idéal, n'est-ce pas, en termes de vision,
que les luttes des peuples du monde entier depuis la nuit des temps, ont essayé de construire. Merci. On va y arriver et l'ère occidentale est terminée. Merci, Président Badakani. Une note très, très optimiste. En tout cas, merci à Jonathan Batengene et à tous ceux qui nous ont appelés. Vous étiez très, très nombreux ce soir encore pour nous suivre. Et tout cela nous honore, comme j'aime bien le dire. Eh bien, vous ne zappez pas. Le même sujet vous revient samedi dans le cadre de l'International. Et à nos côtés, il y aura bien sûr la grande Ndedi Foot. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur les antennes de Foyer Média Africa.